Bonjour à tous. Alors bon, le temps file et je vais essayer de présenter aussi bien que les précédents artistes qui ont eu des travaux remarquables. Alors je m'appelle Zana Riazi, je suis né à Saint-Étienne en 1996, je suis métissé d'une mère française et un père kurde et ce métissage est quelque chose de très important dans ma pratique et dans mon rapport à l'art et au monde. Je vais vous présenter les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler ces différentes années. Ma pratique est, je dirais, multidisciplinaire, même si elle se concentre sur la question de l'image et de la photographie, notamment de l'impression, un peu comme ce workshop que j'anime en ce moment, cette semaine ici. On va commencer avec Coupé décalé, qui est un ouvrage un livre de photos que j'ai édité en 2022 en indépendant à l'aide de mécènes stéphanois avec qui j'ai pu collaborer, et aussi Ali Ekbercelik qui a fait le graphisme de l'édition. C'est des photos que j'ai prises en 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire, où j'ai eu l'occasion d'y habiter pendant 6 mois dans le cadre d'une résidence. Et c'est déjà le titre de l'ouvrage, Coupé décalé. Oula, ça fait... Coupé décalé, c'est le nom d'une musique typiquement ivoirienne. Et en fait, la musique, ça a été en fait le vecteur un peu de mon intégration dans ce territoire-là à ce moment donné. Moi, je suis arrivé, c'était dans le cadre aussi d'un échange universitaire. À l'école des Beaux-Arts, on était vraiment tous entre artistes et sans trop de différence de couleur de peau. Moi, j'étais un artiste comme les autres. À titre informatif, ces choses-là pouvaient se ressentir plutôt en dehors de l'école. Mais voilà, cette école était vraiment une sorte de zone neutre où on pouvait vraiment se rencontrer avec les autres artistes et étudiants aussi de l'époque. Et en fait, la musique, c'est quelque chose qui nous a vraiment... qu'on a pu partager ensemble. Et notamment, en fait, pas le coupé décalé, mais le rap français. Le rap français qui est une musique que, en fait, dès la première soirée qu'on avait fait ensemble, il commençait à y avoir des sons de Booba ou de Rof que j'écoutais dans les années 2000. Et tout de suite, il y a eu cet éclair un peu mais en fait, on a vécu, voilà, on a grandi à des milliers de kilomètres de différence, mais il y a cette musique qui reste et qu'on partage et qui nous lie. Voilà, c'était quelque chose qui m'a permis un peu de contrecarrer en fait les représentations et toutes les représentations coloniales qu'on peut avoir de ce territoire, autant sur des pistes qu'on a voulu m'amener par des Ivoiriens que par des Français, sur notamment la question de la représentation de la précarité ou ces choses-là. C'est des choses qui m'intéressent guère. Et ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est comment arriver à retrouver une beauté et une poésie dans les corps, dans les lieux, dans les lumières et dans les poses, tout en faisant abstraction, mais d'un certain contexte, mais sans véritablement y arriver. Ce contexte, on le voit, et essayer de ramener en fait les choses avec sensibilité et aussi humanité. Du coup, c'est un peu dans ce contexte-là que j'avais aussi envie de travailler sur ce territoire, et c'est ce regard un peu que j'ai essayé de poser, un peu décalé, un peu flouté, parce qu'il y avait aussi en fait la question de l'immersion quand on va dans un pays où il y a une autre langue, une autre culture, d'autres coutumes. Il y a en l'occurrence en Côte d'Ivoire, c'est plus ou moins francophone parce que le français est appris et parlé et transmis, mais il y a aussi le nouchi qui est une langue à part entière et qui est une langue en fait qui est une langue métissée entre le français qui a arrêté un peu d'être parlé dans les années 60 et tout plein d'autres langues comme le baoulé ou le djoula qui viennent en fait se mélanger avec le français. Du coup, ça crée une véritable langue qui s'appelle le nouchi.
Donc voilà, c'est avec aussi le graphiste Alec Bercelli qu'on a aussi voulu un peu jouer avec cette notion de cadrage, de décadrage, de couper et de décaler comme un hommage à cette musique du coup qu'on m'a fait découvrir et qui est une musique immense que cet ouvrage n'a pas forcément cet ouvrage n'a pas forcément la prétention de vouloir faire découvrir. On va passer maintenant à ma dernière exposition personnelle, où là on peut voir une vue d'exposition sur deux différents travaux que j'ai eu l'occasion de développer pendant cette exposition à la mode Servolex. On va commencer par Beja Rojbash, qui veut dire dis bonjour. Je mets toujours la traduction dans mes titres. En l'occurrence, là c'est le nom de la série. Alors j'ai pas pu le retranscrire, mais il y avait une pièce sonore avec pendant l'exposition où ça a été en fait c'était la voix de Leyla Zana, une députée kurde turque qui avait fait son discours d'investiture à l'Assemblée nationale de Turquie en 1991. Et suite à ce discours qu'elle a porté, qui présentait ses motivations à vouloir travailler et à vouloir être dans cette assemblée, elle a rajouté 2-3 petits mots à la fin qui se trouvaient être malheureusement en kurde. Et pour ces 3 mots qui voulaient juste simplement communiquer sa volonté d'être solidaire avec le peuple turc et de vivre en paix dans ce pays, elle a été il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat à son égard et plusieurs années d'emprisonnement. Et tout ça parce que cette langue, à ce moment donné, la langue kurde, a été bannie à ce moment-là en Turquie. Du coup, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai retravaillé en fait la calligraphie de ces lettres, qui sont des lettres exclusives à la langue kurde. À gauche, c'est la lettre avec le glyphe E. À droite, celle avec le glyphe Re. Et donc, cette exposition, dans ce contexte-là aussi historique que j'ai voulu ramener, ça a été l'opportunité aussi de travailler véritablement l'altération d'image et la combustion aussi des négatifs, de comment la destruction, le chaos peuvent être en fait des choses à la fois oniriques, à la fois heureuses et à la fois créatrices. Donc ces images, ces lettres, sont faites véritablement dans cette recherche-là de chaos au sein des représentations et au sein aussi de la calligraphie. En l'occurrence, ce sont des images que j'ai produites durant mon adolescence quand j'allais voir ma famille au Kurdistan. Et du coup, c'est ces lieux et ces terres et ces cieux qui sont représentés et qui sont montés et ensuite brûlés. La brûlure, c'est quelque chose qui est très récurrent dans mon geste, qui est arrivé du coup à ce moment-là. Et en fait, ça a une empreinte anthropologique qui remonte à quelques millénaires. On peut voir ici en fait un temple zoroastrien qui se situe en Azerbaïdjan. Le zoroastrisme, c'est une des premières religions monothéistes qui avait comme adoration, célébration le feu et la lumière. En fait, il considérait, c'était la première religion monothéiste, et il considérait que le soleil était la déesse Mitra et que Zarathustra était un des prophètes, Zarathustra qu'on peut voir juste ici, dans cette représentation. Et en fait, voilà, c'était des croyances et des religions qui avaient une pratique du feu, le feu étant comme une incarnation divine sur Terre. Et puisqu'elle produit de la lumière, et ils avaient compris à l'époque que le soleil était aussi constitué de feu et de magma.
Et du coup, ces pratiques-là, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui, où le feu permet en fait à la fois de célébrer la nouvelle année, permet de purifier l'invisible, les âmes et aussi les histoires. On peut voir dans ce temple qu'il y avait des foyers et on faisait passer les personnes entre les foyers de feu pour que les flammes consument toute l'aura invisible qui était entourée par ces personnes. Du coup, c'est dans le contexte de toute cette pensée magique que je m'intéresse à la combustion et au feu, à la flamme. On peut voir en fait du coup ces pratiques religieuses qui ont véritablement existé. En fait, on entre en corrélation avec un mythe qui est un mythe fondateur de l'humanité et aussi des peuples iraniens. En l'occurrence, les peuples iraniens sont constitués des Kurdes, des Perses, des Afghans et et aussi du nord de l'Inde. Et ici, on peut voir une miniature qui illustre un conte qui s'appelle le Shahnameh, le livre des rois, que un certain Ferdowsi a écrit et qui est une retranscription d'un mythe oral qui existe depuis des millénaires, qui est le conte de Kawa le forgeron, qui a réussi à organiser une révolution populaire pour aller destituer un despote, en l'occurrence le tyran Zahak, qui avait 2 serpents dans ses épaules et qui devait dévorer ces serpents demandaient au roi de dévorer chaque jour des cerveaux pour s'alimenter et rester vivant et garder le pouvoir. Alors il y a eu Kawa le forgeron qui a réussi à fomenter ce processus cruel et a réussi à sauver le peuple en organisant une révolution populaire, et ça a à la fois mis fin à ce régime despotique et après ça a permis aussi à la création de la nature, comme on peut le voir dans cette illustration où on peut voir une nature florissante et bourgeonnante avec des arbres, et du coup c'est véritablement dans ces mythologies qui m'inspirent à avoir une recherche sculpturale dans l'image et dans la photographie. Voilà, encore aujourd'hui des personnes qui gravissent au Kurdistan les montagnes avec des flammes donc c'est ce geste, ce happening qui se passe le 21 mars et qui fête le nouvel an est quelque chose qui revient toujours. Et du coup on en revient à mon travail, c'est toujours assez il y a toujours cette apparenté pour donner les informations, les datas pour un peu pouvoir introduire à ma pratique et à mon travail. C'est quelque chose que j'assume complètement. On peut voir en l'occurrence ici des représentations de à gauche mon cousin Kourosh et à droite ma grand-mère, qui pareil donc sont faits avec sont des images que j'ai réussi à réaliser à l'aide de combustion et de brûlure, et du coup ces images révélées permettent de travailler ainsi. Ici, dans ce projet plus spécifique que j'ai du coup présenté lors de ma dernière exposition, qui s'intitule Penchalivar, qui se traduit par le 27 août 1979, ça reprend un travail photographique de Djangar Razimi, qui est un photographe reporter iranien et qui a pu, dans le contexte de la révolution iranienne en 1919, photographier un peloton d'exécution dans la ville de Sanandej au Kurdistan iranien. Et donc on peut voir des personnes kurdes qui ont les yeux bandés, qui soit ont été pris en flagrant délit d'insurrection, puisque dans le cadre de cette révolution, le Kurdistan avait voulu son indépendance, et des milices armées s'étaient organisées pour pouvoir revendiquer cette autonomie. Et du coup, à la fois des personnes qui avaient commis des révoltes, et aussi des innocents ont été emprisonnés et par la suite exécutés. Du coup, j'ai repris ce travail-là de ce reporter qui, en fait, a une histoire très particulière, puisque l'une de ces photos que j'ai imprimée a reçu le prix Pulitzer en 1979.
donc j'ai repris ces pellicules, donc les moments avant et après de la dite photo. Et, et voilà, c'est pour reprendre un peu cette idée de mouvement, d'état latent, de moment en train de se passer. Et ces photos ont une importance assez particulière pour moi, non pas forcément leur portée politique, mais parce qu'elles ont eu aussi une influence dans l'histoire de ma famille. En l'occurrence, on peut voir sur la droite une petite maisonnée en cabane où des personnes étaient emprisonnées, et au moment de l'emprisonnement, il y avait en fait un des membres de ma famille qui s'y trouvait et qui par chance a pu se libérer de ce contexte-là un peu beaucoup tragique. Et du coup voilà, c'est cet enchevêtrement entre les histoires, j'aime pas forcément dire qu'il y a une grande et une petite, mais vraiment entre les histoires, je préfère parler au pluriel, qui m'a amené à faire ce travail d'investigation sur ces images et sur ces archives. Ensuite, ça c'est un projet beaucoup plus récent qui est en cours de production et qui va faire l'objet d'une publication. Donc le projet s'intitule L'extension du territoire, et dans le cadre d'une résidence avec le centre d'art Dos Mares et l'Institut français, j'ai pu réaliser pendant un mois un projet dans la ville de Tétouan au Maroc, qui se trouve dans les montagnes du Rif au nord-est. Et cette ville avait en fait une particularité. Déjà, elle était la capitale, l'ancienne capitale du Maroc espagnol. Donc le Maroc, suite à la guerre du Rif en 1859, a conquis l'Espagne. Et de 1859 jusqu'à un siècle tout pile après, en 1956, eh bien l'Empire a su ont assis leur pouvoir. Et ça se retrouve particulièrement dans un quartier de cette ville qui s'appelle l'Ensanche, donc l'extension en français. Et on retrouve en fait dans cette ville tout l'héritage culturel de cet empire-là. Et en fait, ce quartier-là était une extension déjà de la Médina traditionnelle. Ça a été une extension à l'ouest. Ils n'ont pas voulu redétruire, ils ont voulu construire à côté de la ville déjà présente. Et du coup, ils ont en fait fait venir les meilleurs architectes de l'époque, qui en l'occurrence au début du XXe et fin XIXe étaient pour la plupart espagnols. Et du coup, ce quartier revêt vraiment des grands courants modernistes qu'on a pu connaître dans l'histoire de l'art, tels que l'art nouveau, l'art déco, et d'autres un peu plus particuliers à l'histoire de l'art espagnol, comme le néo-baroque, et même aussi des courants particuliers à cette ville qui s'appellent notamment le néo-arabe, qui ont vu le jour dans les années 1930. J'ai vraiment étudié ce quartier-là, sur son histoire, sur les particularités de chaque architecture, et je les ai photographiées, et ces photographies ont été irradiées avec à l'aide d'un processus où à la fois j'ai reproduit en fait l'irradiation des photographies. Ce sont des photographies noir et blanc, argentiques, et en l'occurrence il s'agit du bromure d'argent qui a été irradié par des rayons X, notamment les rayons X qu'on peut retrouver à l'aéroport quand on passe les portiques de sécurité. Et j'ai réussi à reproduire le phénomène d'une part, et ensuite avec une intelligence artificielle que j'ai codée moi-même, j'ai réussi à reproduire ces textures spécifiques pour l'appliquer à l'ensemble du corpus d'images qui constitue cette série. Ces irradiations, en fait, elles me permettent à la fois de marquer moi mon passage de la France au Maroc, puisque je passe forcément par ces rayonnements-là, par ces interférences, et à la fois aussi elles permettent de traduire un peu cet héritage, l'empreinte de cet héritage colonial dans
dans chaque élément que j'ai eu l'occasion de photographier. C'est tout pour moi. Merci.